je vais partager ce panel avec Monsieur le modérateur, Dr Idrissa Diop, comme rapporteuse, Sohna Adel Rosalie Ndiaye. Moi, je voudrais, avant de donner la parole au modérateur, faire, en tout cas comme introduction, deux propos qui m'ont marqué depuis ce matin. C'est la belle déclamation poétique de Madame Khadijatou Diallo. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est « l'éducation est un droit, mais le mien n'est pas pris en compte ». Ça a attiré mon attention. Et la belle prestation, je félicite au passage Madame Khadijatou Diallo, Mademoiselle Khadijatou Diallo et en tout cas son équipe. Et je félicite aussi les athlètes pour leur belle prestation qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai retenu dans toute cette belle prestation une phrase: nous avons besoin d'une éducation inclusive. Donc là, c'est des questions, en tout cas, c'est des suggestions, en tout cas, qui m'ont marqué en tant qu'éducateur, mais en tant que aussi coordonnateur du projet qui prend en charge l'éducation inclusive de nos enfants. En tout cas, félicitations à ces enfants, félicitations à ceux qui l'ont encadré, à ceux qui les ont encadrés, parce que c'est à travers cet accompagnement, c'est à travers cet encadrement que nous avons eu droit à ces belles prestations. Donc, félicitations à Madame Rajassi et à toute son équipe et à Special Olympic national comme international. Voilà, je vous remercie. Merci, merci. Le thème de notre panel porte sur les personnes ayant une déficience intellectuelle dans le système éducatif sénégalais. Quelle approche pour une inclusion adaptée? Je vais demander d'applaudir Special Olympic et je vous dirai pourquoi. Special Olympic a pris une initiative vraiment importante. C'est l'école qui parle. Nous savons que la prise en compte ou la scolarisation des enfants déficients intellectuels est très difficile, mais pas impossible. Hein? Donc, prendre cette initiative, d'en parler, vraiment mérite des applaudissements. Scolariser un enfant déficient sensoriel, je veux dire déficient auditif, déficient visuel, déficient moteur, ne pose pas beaucoup de problèmes. Il suffit de mettre les dispositifs qu'il faut, la compensation, et presque le tour est joué. Mais la difficulté se situe au niveau de la déficience intellectuelle et du polyhandicap. Et pour répondre à notre question, 4 panélistes le feront. Je veux appeler Moustapha Diouk du ministère de l'Éducation. Moustapha Diouk nous fera l'état des lieux de l'offre éducative et des projets au Sénégal pour les enfants ayant une déficience intellectuelle. Et quelle perspective? À côté de Moustapha, nous aurons Arpan Pandey, vous m'excuserez des prononciations, spécialiste en éducation, bureau régional UNICEF. Elle nous parlera comment le système des Nations Unies peut-il appuyer une éducation adaptée pour tous. Le 3e panéliste, c'est Ngawa Mouba, de Special Olympic Afrique. Le 4e panéliste,
Vincent Bougana du Kenya. Vincent nous parlera ou partagera avec nous l'expérience kenyane sur le concept des écoles championnes unifiées. Nous allons donner la parole à Moustapha Diouk. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais commencer mon propos par saluer l'initiative de Special Olympics d'avoir convié le ministère de l'Éducation nationale, pas seulement convier le ministère, mais le mettre au cœur de l'activité. Et soyez-en remerciés. Je voudrais aussi commencer par saluer la présence de hautes autorités. Je vais parler donc des autorités gouvernementales ce matin, donc les autorités diplomatiques qu'on a citées aussi, les distingués invités de Special Olympiques, mais aussi nos autorités académiques, parce que j'ai vu dans la salle des inspecteurs d'académie, mais aussi des inspecteurs de l'éducation et de la formation, ainsi que les partenaires privilégiés du ministère de l'Éducation nationale dans le domaine de l'inclusion. Je représente Madame Khadimbo, qui est Madame donc la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, qui devait être là et qui a eu un empêchement, mais à qui donc on va rapporter ce qu'on a vécu ici pendant ces 2 jours. Le point sur lequel le ministère devrait intervenir, les personnes ayant une déficience intellectuelle dans le système éducatif, quelle approche pour une inclusion adaptée. Je pense que beaucoup d'éléments ont été déjà abordés par rapport à la déficience intellectuelle, que généralement on loge le plus souvent dans le domaine médical. C'est pourquoi donc depuis ce matin, avec une technicité avérée, on a entendu des communications qui nous ont permis vraiment de mieux comprendre ce type donc de déficience que nous rencontrons dans nos familles, dans nos écoles de plus en plus, mais généralement donc, comme on l'a souligné à gauche, à droite, qui pose énormément donc de problèmes par rapport à l'approche pédagogique. Je pense que c'est le lieu donc d'en discuter pour avoir donc des pistes de perspectives ou des recommandations que nous allons communiquer aux autorités. Comme on l'a souligné ce matin, je pense que par rapport à la contrainte de temps, je ne vais pas donc m'épiloguer sur tout ce qui a été préparé, mais je voudrais juste donc, dans le même sens que les autres, confirmer qu'effectivement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous sommes dans une démarche de recherche-action parce que, comme on l'a dit tout de suite, contrairement à la déficience physique, à la déficience auditive ou visuelle, où on a vraiment donc des créneaux, on a maintenant de plus en plus des modules et des formations. Dans le cadre de la déficience intellectuelle, ça devient encore à l'étape de balbutiement. On est un peu dans la recherche-action, on se cherche. Et c'est pourquoi, tantôt, on a parlé donc de l'existence d'une seule école spécialisée, donc le CFDI, qui devrait normalement être donc un centre ressources permettant aux autres écoles de pouvoir donc s'en inspirer afin donc de recevoir les enfants qui ne sont pas dans les environs ou bien qui sont dans les régions, comme on l'a souligné tout de suite. Et si on regarde un peu le nombre important d'enfants déficients visuels, cela veut dire donc que nous sommes dans l'obligation, parce que dans une approche d'éducabilité, c'est à l'école, c'est au système éducatif de chercher quels sont les créneaux, quelles sont les dispositions, quels sont les cadres, les types de formation, en tout cas à offrir aux acteurs afin que ces enfants soient accueillis à l'école au même titre que les autres. Ce n'est pas aux enfants de venir s'adapter à l'école, c'est à l'école de s'adapter aux différents types de handicap. Et en ce sens, donc, je pense que nous allons toujours, avec les partenaires, en tout cas, continuer donc à travailler ensemble pour réussir la formation. Parce que la difficulté par rapport à la déficience intellectuelle, comme je l'ai dit, c'est que l'approche est très médicale, mais il n'y a pas encore beaucoup de recherche par rapport à l'approche pédagogique. Parce que si on prend un enfant déficient intellectuel, donc qui a parfois un retard par rapport au coefficient intellectuel, il a 9 ans, il a 10 ans, on l'amène dans une classe où il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, vous voyez que parfois donc, il y a énormément de problèmes d'adaptation
parce que donc l'enseignant parfois n'est pas préparé par rapport au type de contenu qui sont à son niveau intellectuel. Et là, donc, ça commence à poser problème. Et le plus souvent, il y en a qui fréquentent l'école, mais dans la classe, ils viennent, ils fréquentent la classe, mais il n'y a pas encore d'outils de mesure de leur performance par rapport aux enseignements apprentissages donnés. Donc, c'est beaucoup plus une fréquentation purement donc, décorative, pourrait-on dire. Mais sur le plan d'outils existants, par rapport de mesurer leur performance, par rapport donc, à donc, des outils qui permettent de voir est-ce qu'ils sont dans une progression, là, c'est parfois donc, très difficile parce que souvent, dans les écoles de formation initiale, il n'y a pas encore de module adapté par rapport aux enseignants, par rapport aux professeurs au niveau de la FASTEF, mais aussi par rapport aux inspecteurs qui doivent même venir dans les classes pour voir comment les enseignants prennent en charge ces types de déficiences. Donc, c'est parfois donc, un peu compliqué. Peut-être on va y revenir en détail dans les discussions. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter surtout par rapport à cela, c'est que le ministère est en train donc de poser des pas. C'est en collaboration avec les partenaires. On a Handicap International qui a fait énormément d'efforts pour l'intégration des enfants déficients auditifs dans les classes ordinaires. Comme il l'a dit tout de suite, avec la déficience physique, motrice, généralement, ça ne pose pas de problème. Parce que si je prends mon cas, au niveau de mon cursus scolaire comme universitaire, tant que tu as l'accès, donc tu peux être au même niveau que tout le monde. Mais au-delà du problème d'accès, sur le plan donc de l'acquisition des compétences, on peut ne pas avoir de problème avec la déficience physique. Donc là où ça pose problème, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux aménagements raisonnés permettant d'arriver à la classe, donc au lieu d'acquisition des connaissances. Mais si on prend les autres types de déficiences, on voit qu'il y a énormément de difficultés, même si on commence de plus en plus à s'adapter. C'est le cas de la déficience auditive. Aujourd'hui, on a pris des écoles pilotes où on a des auxiliaires de vie scolaire qui ont appris et maîtrisé la langue des signes et qui accompagnent les enseignants dans les classes. Mais on ne l'a pas encore dans toutes les écoles. On a encore d'autres par rapport au braille, en prenant l'INEFJA comme un centre ressources permettant de former les enseignants des écoles ordinaires à mieux s'adapter par rapport au braille pour mieux accompagner les enfants déficients visuels. Mais au niveau de la déficience intellectuelle, parfois, donc, il y a d'énormes difficultés parce qu'il faut nécessairement, je ne dirais pas une transformabilité, mais je pense une adaptation de tous les manuels, de tous les supports, de tout ce qui est didactique, de tout ce qui est pédagogie par rapport à la prise en charge donc, et à l'accompagnement de cet enfant. Et le grand problème, comme on a l'habitude de le dire, parce que nous, on l'a essayé avec HI, avec une fille, mais la grande difficulté, c'était l'adaptation des supports qui existent par rapport à ces types de déficiences. Et là, je pense que donc là, ça reviendra un peu dans les grandes perspectives que nous aurons avec donc, le ministère. Sinon, dire que donc on a beaucoup de perspectives avec le ministère de l'Éducation nationale. Parce que le grand problème que nous avons au Sénégal, c'est qu'il n'existe pas encore un document de politique sur l'éducation inclusive et spéciale. Au niveau du ministère, aujourd'hui, on est en train d'élaborer un document ministériel sur l'éducation inclusive et spéciale. Je pense que c'est très... on a un consultant et je pense que nous sommes un peu vers les conclusions. Ensuite, le grand problème, comme on l'a dit, c'est surtout de disposer de données statistiques liées à ces enfants en situation de handicap, surtout quand il s'agit de la déficience intellectuelle. Parce que si l'enseignant n'est pas formé à une bonne maîtrise des outils permettant d'aller vers la détection précoce, l'enfant est en classe, il ne réagit pas, il ne parle pas, il le laisse dans le grand groupe d'enfants qui ne suivent pas ou bien qui n'ont pas des aptitudes à donc, acquérir des connaissances. Alors que s'il était formé, il aurait pu diagnostiquer au moins et demander aux parents donc, de mieux suivre cet enfant en l'amenant vers un spécialiste. Mais souvent, comme on l'a dit, puisque le diagnostic doit se faire très tôt, à l'âge donc de 2 ans, 1 an, etc., ça veut dire que donc l'enfant n'est pas encore à l'école et que là, ça nécessite de mieux communiquer avec les familles. Parce qu'il y a aussi ce volet sensibilisation parfois qui est très faible
Et il y a beaucoup d'enfants cachés dans nos familles, simplement parce que les parents ne sont pas assez informés, mais parce qu'il n'y a pas d'offre par rapport à la prise en charge de ces enfants dans la localité. L'autre défi que le ministère est en train de prendre en charge, c'est de disposer d'un système d'information permettant d'avoir toutes les informations sur les enfants en situation de handicap dans nos écoles. Si aujourd'hui vous allez au niveau du ministère ou bien d'une inspection, c'est difficile d'avoir le nombre d'enfants en situation de handicap de manière désagrégée. On vous dit qu'il y a 15 enfants en situation de handicap, il y a 20 enfants en situation de handicap, mais tant qu'on n'a pas les données de manière désagrégée, il y a des problèmes par rapport à l'aide à la prise de décision. Parce que le nombre désagrégé permet donc de pouvoir prendre en charge les besoins. Et là, aujourd'hui, avec le projet Faire l'école, financé par la coopération italienne, on est en train de travailler avec la direction qui s'occupe de la planification au niveau du ministère pour disposer désormais d'une matrice permettant de prendre en charge ces données-là au niveau des écoles et de pouvoir donc les transférer au niveau du ministère, donc au niveau stratégique. Voilà, il me reste donc 2 minutes que je vais consacrer un peu donc à ces perspectives que nous voudrions bien lancer au niveau du ministère. C'est donc par rapport à l'institutionnalisation. Aujourd'hui, il y a lieu d'évaluer, de faire un diagnostic au niveau des textes officiels qui existent par rapport à l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Est-ce que nous avons des textes adaptés par rapport à l'âge de ces enfants? Par rapport à l'âge d'acceptation, parce que si on dit par exemple qu'un enfant n'est accepté à l'école qu'à l'âge de 7 ans et que l'enfant déficient a 9 ans, 10 ans, est-ce que les autorités sont préparées? Est-ce qu'ils sont assez outillés par des textes officiels par rapport à cela? Est-ce qu'aujourd'hui, on a imputé cette responsabilité d'accompagnement et de prise en charge aux collectivités territoriales? Si on sait que depuis l'acte 3, l'éducation est une compétence transférée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour les déficients, les enfants déficients, mais surtout pour la déficience intellectuelle au niveau donc de nos collectivités? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, dans le cadre d'avoir un budget beaucoup plus inclusif, d'avoir des critères de prise en charge des enfants handicapés pour aller vers l'éligibilité des budgets et autres? Je pense que là, ce sont donc des perspectives qui nous permettront de plus en plus donc d'aller vers un système éducatif beaucoup plus inclusif. Je vous remercie. Donc, nous avons écouté le ministère de l'Éducation sans langue de bois. Ils ont vraiment montré qu'il y a des limites, qu'il y a des difficultés pour la prise en charge de cette cible, je veux dire la déficience intellectuelle. Quand l'école demande à l'enfant de s'adapter, ce n'est plus de l'inclusion. Mais quand même, les perspectives sont très intéressantes. Donc, sans tarder, nous allons passer la parole à Arpana Pandey. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et distingués invités en vos qualités et titres respectifs, membres distingués du panel. Donc, je voudrais remercier tout d'abord Special Olympics et les représentants du gouvernement du Sénégal qui ont permis cette opportunité de réflexion avec différents partenaires travaillant dans les domaines du handicap sur les défis qui existent face à la réalisation des droits d'une couche de la population la plus vulnérable dans le monde. Donc, la mission fondamentale de l'UNICEF est de promouvoir les droits de chaque enfant, partout et dans ce que nous faisons. Cet accent mis sur l'équité est essentiel pour l'UNICEF, car cela signifie que tous les enfants ont la possibilité de survivre, de se développer, de se réaliser le plein potentiel sans discrimination, préjugés ou favoritisme. Donc, au niveau mondial, l'UNICEF a lancé sa politique et stratégie d'inclusion des personnes handicapées 2023 jusqu'à 2030, établissant un cadre pour réaliser sa vision ambitieuse d'un monde plus inclusif d'ici 2030. Un monde où tous les enfants handicapés sont soutenus à chaque étape de la vie pour exercer le droit et parvenir à une pleine participation à la société,
l'inclusion est au cœur du travail de l'UNICEF. Donc, dans le cadre de l'appui à l'éducation inclusive de manière générale, l'UNICEF travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires étatiques, les acteurs de société civile et des autres agences des Nations Unies pour rendre le système éducatif plus inclusif. Et ceci est fait à travers la génération des évidences, l'amélioration de la collecte des données pour mieux comprendre les besoins spécifiques des enfants. Par exemple, comme je représente le bureau régional, je vais parler de manière générale du pays dans la région, mais par exemple, dans la plupart de Education Management Information System, donc je pense qu'en français c'est le SIG, la définition qui est utilisée, c'est plus médical. Donc, il faut qu'on ait une définition plus large pour vraiment capturer le besoin spécifique de différents enfants. Donc, l'UNICEF aussi appuie les gouvernements pour améliorer la collecte des données. Ensuite, aussi le renforcement des capacités de personnel ministériel en matière de planification à l'éducation inclusive, le soutien au gouvernement dans l'élaboration des politiques et des stratégies pour l'inclusion dans l'éducation et aussi l'appui aux écoles pour les rendre plus accessibles et adaptées et aussi de travailler avec la communauté pour adresser les questions de stigmatisation et de discrimination. Donc, depuis 2008, l'UNICEF et Special Olympics ont uni leurs forces dans une collaboration au niveau mondial qui s'est élargie dans le cadre d'un engagement commun visant à parvenir à l'équité pour les enfants les plus vulnérables à travers le monde, y compris les enfants ayant une déficience intellectuelle. Cette collaboration au niveau mondial a été officialisée à travers le premier partenariat global signé parmi l'UNICEF et le Special Olympics en 2011, qui a été renouvelé à ce jour. L'objectif du partenariat est d'assurer une plus grande inclusion des enfants handicapés, notamment des enfants handicapés intellectuels dans la société en général, tout en offrant aux communautés du monde entier la possibilité d'apprendre et de bénéficier de l'inclusion et de l'acceptation des différences à la lumière des ODD. Grâce à une étroite collaboration au niveau national, régional et mondial, Special Olympics et l'UNICEF ont créé des modèles de collaboration durables pour fournir des services essentiels aux enfants et aux jeunes handicapés, ainsi que leurs familles et leurs communautés. Ici, au Sénégal, un programme d'inclusion a été lancé en 2023 qui a permis environ 200 enfants en situation de handicap intellectuel, mais aussi au physique, d'être inscrits aux écoles où des ressources humaines et des matériels ont été mis à disposition pour permettre l'inclusion soit au niveau pédagogique, soit au niveau social à travers les activités sportives. Il reste cependant beaucoup à faire pour permettre une véritable et durable inclusion des enfants en situation de handicap qui sont estimés être autour de 35 000 au Sénégal et qui sont souvent exclus par la société à cause d'une forte stigmatisation, la inadaptabilité des infrastructures et des services et le manque de données fiables et actualisées. Le document national des politiques de l'éducation inclusive au Sénégal, comme vous venez de mentionner, qui est en cours d'être développé par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF et le Special Olympics, représente une porte d'entrée pour renforcer la collaboration pour une prise en charge multisectorielle des besoins des enfants en situation de handicap à travers l'implication des différentes sphères ministérielles, mais aussi des représentants de la Fédération des associations des gens en situation de handicap au Sénégal. Et ensuite, selon la disponibilité financière, l'UNICEF continue de travailler avec les autorités locales et avec les organisations de la société civile pour la mise en place des projets qui visent à améliorer l'environnement scolaire vers des établissements plus accessibles à tous en créant des liens parmi l'expérience existante dans les pays
soit dans les écoles spécialisées et les écoles publiques. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je vous remercie. Merci, merci l'UNICEF. Merci l'UNICEF, vous êtes toujours là. Si on sait que dans l'inclusion ou dans l'éducation inclusive, le partenariat occupe une place importante. Et vous êtes prêts à aider dans les collectes de données, vous êtes prêts à aider au niveau des besoins de ces enfants et à aider dans le renforcement des capacités des personnels. Merci, merci UNICEF. Nous allons passer la parole à Ngawa, senior spécial olympique international. Bonjour, that's the only French I know. Allow me, before I start with my presentation, to just share a few welcome remarks as to why we are here from my perspective. The Special Olympics movement began as a summer camp led by Eunice Kennedy Shriver. Today, it's a powerful force for positive social change with inclusive programs in over 170 countries. The organization has engaged over 5 million athletes with intellectual disabilities, making it the world's largest grassroots disability sports organization. In many nations, it provides hope for one of the world's most marginalized population, their families and the community. However, and this is how I'll get to my presentation, despite this progress, almost 200 million individuals with intellectual disabilities still encounter stigma, exclusion, and discrimination. This pressing worldwide issue affects developed and developing countries. No one is left out of this. As many lack access to healthcare, we heard this in the morning, social security, education, and fundamental human rights. Our goal as a movement is an essential goal today, as it was the movement as it was when it was just established. Special Olympics strives to create a better world by fostering the acceptance and inclusion of people with intellectual disabilities. I hope that gives you a picture as to how urgent our work is, how big our work is. Now, you might ask me, I'm here to talk about unified schools, unified champion schools, and how that has helped impact the growth of inclusion in our community. But before I do that, I always like to give a very simple definition of what unified school is, unified champion schools is, for those who don't know. So it's as simple as this. You take one school with people without intellectual disabilities, you take another school, depending on how the structure is in the country, you take another school, a special school of people with intellectual disabilities, you bring them together to play on a sports field, whether it's football, whether it's basketball, whether it's bocce. Those two schools participating in that unified sports are classified as a unified school. It's as simple as that. Now, when we bring about unified champion schools, because not everyone is meant for sports, not everyone loves sports in schools. So we said, how else do we engage students in the schools? So we said, let's bring about youth leadership, those who will advocate for people with intellectual disabilities. And then we said, okay, let's add another component to unified champion schools. And that's when we said whole school engagement. This is when we bring the rest of the students cheering those who are participating on the sports field. And when you have all three of those components, if you can go back to the previous slide, when you have all three of those components, you are classified as a unified champion schools,
promoting inclusion. Now, if you allow me to ask a question in this room, if we can go back to our years when we were in school, by show of hands, how many people remember when the teacher told you that students, tomorrow we're having a sports day, we're going to play on the sports field, we're going to have fun? How many of you, by show of hands, remember as that being one of the best days of your school days? By show of hands. You would look forward to that day. You'd be like, I cannot wait for the sports day. And as Special Olympics, we looked at that component and said, what brings learners, what brings students together and makes them happy and bring about friendship? And we said, it's sports. Sports is the fundamental tool that we as Special Olympics and unified schools, unified champion schools use to promote inclusion. I believe there's a panel discussion tomorrow on sports, and they might elaborate more on this. But what we found is when we brought our students with and without intellectual disabilities on the sports field, the level of impact that it had on those students was huge. They did not see any more disability in their peers. They did not see that this person has an intellectual disability. All they saw was a teammate, they saw a friend, they saw a classmate, and that brought about reducing in bullying, reducing in using negative words, changing of attitudes started to take place. And mind you, this does not just stay at the school. This goes to the community. This goes into the homes. This goes into the different places that we engage with other people. So it doesn't, the level of inclusion within schools doesn't just stay in the schools. It flows over to the rest of the community. Now you might say, I was reading in the booklet in Senegal, it says 57% of our students don't go to school. So you might say, but Ngawa, you're talking about unified schools, you're talking about unified champion schools, but 57% of our people don't go to schools. So what do we do with those people? With unified champion schools and unified schools, there's an approach that we call community approach. This is when you take students from a mainstream school, this is students without intellectual disabilities, you pair them up with people with intellectual disabilities who are in the community, who are at homes. You pair them up, you bring them to a sports field, you let them play. And just as an observation in Malawi, they started to see that those students who were staying home because of parents being afraid to take their children to school, or because of culture, or because of myth, when they saw when they saw their children on the sports field, engaging with other learners, playing, laughing, starting to talk, they were like, why did I keep my child at home? Let me take my child to school. And that brought about education in the home, because now the parents were free to let their children go. Because most of the time, if you talk to parents, they'll say one of the reasons why we don't want our children to go to school is because of the stigma. But when they see that there's no stigma on the sports field, they're more inclined to take their children to school. Now, going to the impacts, I've mentioned a few of the impacts of what Unified Champion Schools does into a community or into a school. We, Special Olympics did a research, and we discovered a lot of positive change that took place within the schools when we had our students with and without intellectual disabilities engaging on the sports field, in the schools, cheering their peers on. Like I mentioned, bullying was reduced, changing of attitudes, even the administrators, even the teachers, their attitudes towards students with intellectual disabilities, believe it or not, it changed as well. They were more inclined to give more of their time. They were more inclined to say, the way I teach, and also just the way they're teaching these our students with intellectual disabilities changed, because they saw the approaches that they need to use on the sports field, which trickled down into the classrooms. My counterpart, Vincent, will speak more on another study that took place in Kenya, where we saw the positive impact that Unified Champion Schools has in the community and in the schools.
Now, to the second question on how our Unified Champion Schools works hand in hand with the government. I always say in my work, when I go to all these other African countries, I say one thing, and I don't know if people will agree with me, that I said, our schoolwork in Special Olympics cannot take place without the blessing of the government. Special Olympics Senegal cannot go knocking door by door to school if they don't have their approval, if they don't have the blessing of the government to say, especially with public schools, to say, yes, we are giving you the liberty, we're giving you the authorization to go do your work. Which brings me to partnerships. The importance of partnerships with our different stakeholders, but majority of the time when it comes to Unified Champion Schools work, it's with the government. And I've had this question several times to say, okay, but where do we start? How do we approach the government? You know, how do we work hand in hand together? I'm happy, and I won't cover much. You covered some of it. Even at the beginning, people talked about the SDG goals. People talked about the UN Convention. All those things is the work that the government is also trying to achieve. And I always say, for the government, Special Olympics is the implementer. We are implementing those goals that you have set out, whether it's with the UN Convention, whether it's the SDG goals. Special Olympics is already doing that work. Mr. Mustafa also spoke about data. With the Unified Champion Schools work that we're doing, we are collecting data. There's data. Data is available with Special Olympics. We've conducted studies. We take registration, we take data. Every time we have events, we actually take data of the athletes that are participating. So in terms of partnership, how do we partner with government? Government develops the policies, Special Olympics implements them. That's the only way I can put it. Thank you very much. Merci. Merci, madame. Le sport facilitateur d'inclusion scolaire est indéniable. J'espère que Spécial Olympique nous a montré la voie. Et comme elle l'a dit, il faut des pratiques contradictoires à ces représentations que nous avons du handicap. C'est bon de conscientiser, mais ce qu'il faut, c'est des pratiques là, que les gens voient des pratiques contradictoires à ce qu'ils pensaient, pour changer vraiment le regard, pour changer les représentations. Donc nous allons passer la parole au dernier intervenant, Njuguna. Voilà. Merci. Thank you so much. So I take this chance to thank everyone, and especially for the warm welcome. For my case, it's my first time in West Africa, and I'm enjoying myself. Yeah, so I'll continue with the same language that Gawa was talking, so kindly allow me to do it. Yeah, I'm here to talk about Unified Champion Schools, a case study that we did in Kenya. Kenya was the first country in Africa that implemented the UCS activities, and that was back in 2018. So right now we are clocking 5 years of implementing the Unified Champion Schools, where we are doing the 3 pillars, the unified sports, the inclusive youth leadership, and also the whole skill engagement. Our partnership with the Ministry of Education dates back to 2006. So when the UCS project came to our country, the first door that we knocked was the Ministry of Education, and the advantage we had is that we already had an existing partnership. So through the Ministry of Education, we were directed to the Directorate of Special Needs Education in the Department of Basic Education. And out of that one, the minister appointed someone who was key. And the key person who was the person in charge of people, officers on the ground, who we refer to as curriculum support officers. This one, they are found in all the 47 counties in our country. So when we started implementing, so we wanted to make sure that the Ministry of Education also owns the program, so that the program is not only run by Special Olympics. And what we did is now to incorporate their officers into this program.
And that's why they gave us the officers we are referring to CSO, SNE, Curriculum Support Officers in charge of special needs education in all the 21 counties. We are doing it in 21 out of 47 counties. And each of those 21 counties, the person in charge of implementing the Unified Champion School activity is an officer from Ministry of Education. So as we give the plan of how to do it, but in terms of, let me say, supervision, it's now the CSO SNE. And out of that one, these are some of the metrics that we have attained for the past close to 5 years. So we have engaged about almost over 11,000 athletes with intellectual disabilities. And this one, we are doing it in more than almost 300 schools across the 21 counties. Then unified partners, or the athletes without intellectual disabilities, we are clocking over 10,000. So that's a huge number, and this number is attained in mind that we also had a 2-year break of COVID. So when COVID came, we were not allowed to go to schools. And the teachers who we have either built their capacities as coaches, or we have trained them in universal designs of learning or in inclusive education, they are more than 3,000. And this 3,000 is inclusive of the teachers in schools, and also we have coaches in the community. Then out of that one, you find that out of the 300 schools, at least we have managed to convert close to over 100 to unified champion schools. When we talk about the unified schools, these are schools that are doing 2 of the 3 activities. Either they are doing 1 unified sports, and they are doing inclusive youth leadership. But in order for a school to become a unified champion school, they must do all the 3 elements. Apart from the 2, then they have to do a whole school engagement. So we have managed to do to more than 100, and these 100, they are spread across the 21 counties. Then the other thing that we also pride ourselves in, through this program, we have managed to register almost 800 unified sports. These are, you find we are doing it either in football or in netball. But now out of that one, we have added other sports that we are also playing unified. Some of the benefits that we have extended to all these schools. All the 300 schools are Special Olympics. We have provided them with sport equipment. And this one includes things like the balls. Also, we have things like the cones so that they are able to start the training. And what has surprised me when I was doing my rounds, when the Ministry of Education was conducting its sports, actually, most of the regions we went to, the balls they were using were from Special Olympics. So to me, I'm looking at the impact is beyond the 300. Because if someone is playing with a ball written Special Olympics and they are not in Special Olympics, so meaning we are still advocating through the school sports. So some of the benefits we are looking at, we have built the capacity of the teachers. Some of the teachers we are getting, either they are not sport teachers, so we start training them from the basics, and within time, you find maybe they also take other courses with the federation as building their capacity. Also, we have also learned about the unified partners, right? Schools that are unified, you find during break time, depending with the model and the format of the school, there's a lot of interaction. So there was a change of attitude by the unified partners, which is evident in terms of how they are interacting. Then the other one, we are looking at mainstreaming unified sports. So when we talk about mainstreaming unified sports, a very good example was back in 2021. The Ministry of Education, they were developing a policy they were developing a policy for PE, sports and PE. And one of the organizations that was called as a stakeholder was Special Olympics. We were the one who were talking about now PE and sports for people with disabilities. So we also have our footprint in that policy because we highly encourage and guided them as far as the matters of disability is concerned. Then the other thing that we are looking at also is, so maybe if you can go back a bit. Alice. Yeah. So our unified sports, we are implementing them in 2 places. One of them is in schools. So the other one I was talking about disability mainstreaming. The teachers in our country, they are under the Teacher Service Commission. So in order for us to be able to interact with teachers, we get permission from Teacher Service Commission. And what we did last year, but the past 2 years, we have been talking to TSC
and mostly giving them sessions on disability mainstreaming, especially the disability mainstreaming committee. And also what we have also realized is we have increased value in kind, either from the government or from the other partners in terms of human resource, the training facilities. We have more schools now giving their facilities for training of athletes on unified sports, and also technical support, among other benefits that we have accrued out of the unified sports. So we do our unified sports in 2 channels. One of them is in schools. So if you can go to the next slide. So in schools where we have unified sports happening, like examples are, some of these are photos of one of the unified schools that was doing the sports. This is football. Mostly we are doing it in football and in netball. Then the other one we have also in the community. So community, just like my colleague Ngao has said, where we have learners from the mainstream coming together with athletes either who are not in school. So in that case also we have some clubs that are doing the unified sports. Yeah, the next one. So this was netball. Netball, we brought netball so that we can encourage our girls to participate more in unified sports. Since if you go to football, majority of them, they are shying away from football. But when we brought a game, which the first was friendly, then the number of girls who are participating in unified sports went up. So then the next one. So the next slide, so the next one is about now, these are the community, some of the community clubs that we are having. So this one was a competition where we had brought the unified clubs and the schools together to do their sports. So this one was the Boche. It was still a unified game that we are doing, still under the community. And in this one, we have an event which we refer to as Hog Charge. Happens in January. This was a unified team from one of the schools that participates. And this Hog Charge is not only for Special Olympics, it involves the community. So they participate in that one, but it's more of a unified. So there are 2 athletes, then we had two unified partners. And this one, we're also doing this program we always do every year, Unified with Refugees. And in this case, where we have inclusive sports, a unified sport with the refugees. So this is one of the examples. So during the World Refugee Day, so we train them, we train the coaches, and during that day, we have a unified competition for 3 days. Yeah, then the next one is now, I'll just rush through the research that was done. That is back in 2020 and 2021, where it was, we wanted to evaluate the impact of the Unified Sports Program under the model of the UCS. And we looked at the 3 activities. So we engaged quite a number of schools in the 3 activities. And the objective was we wanted to assess the perceived changes, social inclusion that has been brought about by the Unified Champion Schools. And this one was done in partnership with Special Olympics, the AAR, American Institute of Research, Ministry of Education, and the Kenyatta University that actually conducted the research. So, and in this one, so the methodology that was used was both qualitative and quantitative, since it was still done during the time of COVID. And the target was that one, but by that time, we only at 141 schools in 15 counties. That was during that phase. But now the schools that were high engaged were 100 of them out of the 141 schools. And a maximum of 400 people were targeted to participate in the research. But now, according to the report that was brought back, was around 200 and around 70 there. So in my results, the next slide. In my results, I want to concentrate on 2 things. One was the school administrators, because during that point, one of the greatest challenges that we had was the school administrators. They will turn away the learners. When you go and tell them, we want learners from the mainstream to play together with learners from the either special school or special unit. Majority of them, actually, they will tell you that the door, go away. So that was before the unified school. So I wanted to target in terms of what was the change. Was there a change that was brought about when we introduced unified sports in the schools? So in the next slide is now we are looking in terms of some of the things that the perception that they had. Majority of them, and most of these questions were set from the past behaviors in terms of
even them, how are they looking at learners from the unit? Or how are they looking at the learners from the special schools? But after, because this research was done after introduction of unified sports, you can see majority of them, they were giving, the return was more than 50%. That it was positive both in round 1 and also in round 2. So meaning, at the end of the day, we'll say there was some positive change, not only to the athletes of the unified partners, but the people who are pushing the policy. That is, as far as the school is concerned, the school heads. And the moment the school heads were able to open their schools, then the numbers are going up. Actually, for us, we are targeting by next year, we are talking about almost now 450 schools will be under unified champion schools. And to add the icing on the cake, when we went to Berlin World Games, we presented a team of 92. When they came back from Berlin, they came back with 15 gold medals, 8 silver, and 5 bronze medals. And out of that big performance, now the government has opened their eyes and they have seen us. And what they did, they invited Special Olympics, and there is something we are talking about. Hopefully, we will come now from 21 counties to 47, all the 47 counties across the country. Since when they asked us, what is your success? We told them, the success that we had in Berlin is because we ran a small program called Unified Champion School in the schools. But now they said, why are we calling it small? Why can't we make it big? So we are hopeful that come next year, something big will happen and we'll be able to push that gospel to all the 47 counties. Donc, merci pour les panélistes. Nous allons donner la parole aux participants. Peut-être préciser que nous n'avons pas assez de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, nous demanderons aux gens qui vont contribuer ou qui vont poser des questions d'être très brefs. Merci, chers panélistes. Si vous êtes interpellés, prenez note. Salam alaikum. Maïtou Zara Diédou, n'est que un des professeurs précédents, n'est que un des leaders professeurs précédents, n'est que capitaine du basketball professeur olympique. Mani watane, affaire d'agama y watane. Ni bëggoon am école exclusive. Fekk xale yëpp mën dàng yëpp ndëkk. am chance si sécurité bi bëgg nu si monsieur yi dem si école yi jàkk nu mais tenu ci dina classe bëggul loolu ñoo ñe bëggoon service la mu mënoon wax waa am service la moom defal toll bëggoon waa service sa centre bopp Merci. Merci. Nous demanderons au coach de spécial olympique de nous traduire un peu. Bonjour, je traduis? Oui. D'accord. Donc, il a commencé par se présenter. Gérard Diédou, athlète de spécial olympique Sénégal. Il fait partie aussi de l'équipe nationale de basket qui est partie à Berlin et qui sont revenus avec une médaille de bronze. Il dit que les enfants déficients intellectuels veulent des écoles inclusives. Ils ne veulent plus qu'au moment de s'inscrire, quand ils vont à l'école, qu'on les renvoie en leur disant que vous n'avez pas votre place ici. Ils ne veulent plus aussi que les maîtres les mettent derrière la classe parce qu'ils n'ont pas leur temps. Il a dit aussi que tous les enfants sont égaux et ils ont les mêmes chances. Ils doivent être traités de la même manière. Il a dit quand il venait d'arriver à Special Olympics, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas sortir un mot. Là, avec l'aide de Special Olympics, il parvient à s'exprimer. Et pour cela, il demande à ceux qui œuvrent dans l'éducation d'épauler Special Olympics pour que Special Olympics puisse avoir sa propre école, son propre centre de formation. Merci. Merci, merci.
Pertinente question. Je crois que le ministère est interpellé. Sans risque de me tromper, le ministère de l'Éducation est interpellé. Oui, autre question? La question que je me pose, c'est la participation de ces enfants, qu'ils puissent se développer, qu'on leur donne la chance de se développer. Nous avons une société qui très souvent cache ces enfants-là. Ils mènent une existence clandestine dans leur famille. On les cache. Et si on les cache, ils ne pourront jamais participer à ces programmes-là. Qu'est-ce qui va être fait pour lever ces tabous-là qui bloquent la participation de ces enfants, qui bloquent le développement de ces personnes avec une déficience intellectuelle? Merci. Merci. Merci pour la question. Moi, c'est Cheikh Faye, je suis l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor. Féliciter les panélistes pour la qualité des communications. Peut-être ce que je vais dire, c'est juste une contribution, ce n'est pas une question, parce que la question que j'avais, mon prédécesseur dans la prise de parole l'a déjà posée. Je voudrais juste dire que moi, je me reconnais parfaitement à travers cette initiative kenyane qui est partagée tout à l'heure, consistant à regrouper autour d'activités sportives des élèves déficients intellectuels et des élèves non déficients intellectuels. C'est une expérience que nous avons vécue à Ziguinchor avec le sous-programme spécial olympique de Bignona et de Ziguinchor, avec l'aide bien sûr de Spécial Olympique Sénégal. C'est effectivement le même schéma que nous avons adopté au niveau de Ziguinchor et ça nous a valu des résultats probants, en tout cas beaucoup de satisfaction. La plus grande, en tout cas à mon niveau, c'est ce déclic qui est créé, ce changement de paradigme que nous avons constaté au niveau social, parce que nous tous, nous savons, mon prédécesseur le disait tout à l'heure, ces enfants déficients intellectuels étaient souvent cachés dans les communautés, mais à travers cette activité, nous avons vu que beaucoup de parents ont maintenant moins honte de leur progéniture et sont maintenant promptes à les amener vers des structures de prise en charge dans le dispositif inclusif que nous avons au niveau de Ziguinchor. Parce qu'en plus de l'inclusion à travers le sport, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fusée avec Spécial Olympique, mais également Play Unify et Learn Unify, nous avons un dispositif de prise en charge des enfants à déficients intellectuels au plan scolaire, avec une école pilote que nous gérons en partenariat avec Handicap International, où nous avons des trisomiques, nous avons d'autres formes de déficience intellectuelle. Mais contrairement à ce qui était dit que c'est des figurants, ce ne sont pas des figurants. Ils progressent certes très lentement à leur rythme que nous respectons, que nous essayons d'accompagner, mais ils progressent quand même. Chaque année, nous constatons qu'au moins, ils savent faire quelque chose de plus. Et nous pensons que c'est ça l'important. Ce n'est pas qu'ils doivent être en compétition avec les enfants non déficients intellectuels, mais eux, ils ont le rythme de progression à eux et nous les aidons à progresser jour après jour, année après année. Mais quand même, le chantier reste entier. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Merci. On vous a entendu, inspecteur. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une politique aujourd'hui envisagée pour faire le maillage du pays? C'est-à-dire former les enseignants de l'élémentaire pour que où se trouve un enfant souffrant de déficience intellectuelle soit pris en charge. En tant que juriste, moi, je vais plaider pour la finalisation, disons, la signature d'application des textes de la loi d'orientation sociale. Parce que toutes ces questions qu'on demande là sont prises en charge dans la loi d'orientation sociale, parlant de la prévention, de l'éducation inclusive, de l'autonomisation. De manière générale, toutes les questions concernant l'handicap sont rattachées ou sont prévues dans le cadre de la loi d'orientation. Maintenant, ce qui manque, c'est les signes. On a élaboré tous les textes et ça se trouve au niveau de la table de l'autorité. Donc, au niveau des recommandations, je vais suggérer qu'il y ait une sensibilisation, qu'il y ait une plaidoirie pour que l'autorité puisse signer afin qu'on puisse aller vers l'application de ces textes d'application, de ces textes concernant la loi d'orientation sociale. Parce qu'à mon avis, ça pourrait régler des questions concernant le handicap.
Maintenant, je vais peut-être faire une remarque par rapport au sport en tant que facteur, un intégrateur concernant la déficience intellectuelle. Je pense que le ministère de l'Éducation devrait développer cette stratégie-là en collaboration avec ce. Merci pour la contribution. Je représente l'Agence nationale de la case des tout-petits. Nous sommes très sensibles à cette problématique. C'est pourquoi nous avons essayé d'apporter quelques solutions. Peut-être qu'elles ne sont pas tellement voilà. Mais quand même, nous sommes en train de faire l'éducation parentale. Et ça peut aider déjà à détecter les déficiences. Nous avons aussi mis en place un module d'éveil et de stimulation précoce avec l'appui de nos partenaires, PIPA-DHS, COICA, ministère extérieur. Et c'est pourquoi nous sommes aussi avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais j'ai un petit problème avec mon ami Joe avec le projet Faire École. Il débute avec l'élémentaire, alors qu'on sait déjà que ce serait bien qu'on fasse, qu'on comprenne précocement les enfants. Donc c'est un plaidoyer que je vais faire à leur endroit d'élargir un peu l'accès vers le préscolaire. Merci. Merci pour la contribution. Voilà, merci beaucoup. On pense surtout à une performance qui est assujettie et à une capacité d'action sous toutes ses formes. Alors, comment est-ce que le projet Faire l'école prend-il en compte cet aspect du jumelage de ces enfants à niveau différent? Surtout que les enseignants ne sont pas encore formés pour ça et le matériel didactique aussi fait défaut. La deuxième question, ça touche un petit peu pour le sport. Comment le ministère peut-il expliquer, ça c'est les faits, comment le ministère peut-il expliquer le retrait de ces enfants à déficience intellectuelle dans des activités extra-grosses? Je vais vous parler par exemple de l'EPS. Vous allez dans une école, le maître fait de l'éducation physique avec des élèves de sa classe, mais si par, je sais pas, par hasard, il y a dans la classe 1 ou 2 enfants à déficience intellectuelle, on les retire de ces activités quand on les met à côté. Comment se fait-il que le ministère vraiment, comment le ministère peut expliquer ce fait-là et qui est contraire à l'intention des spatiales olympiques qui pose sur la pratique sportive pour une inclusion. Merci. Merci. Mais il me semble que intégrer un axe ou une composante qui prend en charge la dynamique parentale me semble être important. Ça doit être un élément à considérer parce que c'est un facteur de succès à mon avis. Nous, dans le cadre de nos interventions, nous pensons que la dynamique communautaire doit s'adosser sur un engagement parental de qualité qui accompagne tous les efforts qui sont en train d'être faits. Merci. Ça concerne tous les enfants. Et ça a été bien dit par Ngawa Mumba, je crois, quand elle dit que si nous apprenons aux jeunes avec ou sans déficience intellectuelle à jouer ensemble, ils peuvent apprendre, grandir et finalement vivre ensemble. Et ce serait ça l'inclusion. Maintenant, comme l'objectif général du gouvernement concernant l'inclusion incombe au ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'en fait, on est en train de travailler dans ces objectifs. Et je suggère au ministère de l'Éducation nationale de reprendre sa chose en main. Comment reprendre sa chose en main? J'ai l'impression que les actions sont un peu éparpillées. Et l'approche doit être holistique et coordonnée de manière sectorielle. Comment le ministère de l'Éducation va reprendre sa chose en main? C'est justement de se réorganiser par rapport justement à l'objectif de politique inclusive. À partir justement des ODD, c'est à lui de promouvoir l'éducation inclusive parce que dans la Constitution, l'éducation est un droit fondamental. Donc ne pas le faire, c'est déjà violer la loi. Maintenant donc,
pour lui reprendre les choses en main consistera justement à mener justement l'éducation inclusive ou la scolarisation inclusive des enfants de manière coordonnée et maintenant de manière vraiment sectorielle. Inviter tous les secteurs justement à réfléchir sur comment justement réaliser l'éducation inclusive au Sénégal, parce que l'inclusion n'est pas facile à réaliser. L'inclusion, pour dire, en fait, c'est réalisé par le droit. Quand on dit déjà l'éducation pour tous, on a de l'inclusion. Quand on dit les droits de l'homme, on a de l'inclusion parce que ces enfants, c'est des hommes, c'est des personnes humaines comme nous. Maintenant, le réaliser seul n'est pas possible. Il faut une action pluridisciplinaire, plurisectorielle pour le régler. Maintenant, vous invitez tous les acteurs qui ont leurs choses dedans à une réflexion et invitez aussi les spécialistes comme les spécialistes du handicap de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés et les autres spécialistes comme Dr Idrissa Diop et autres. On est là dans le tas et on a les solutions. Nous, on va vous donner les solutions à faire. Parce qu'apparemment, quand on dit qu'on fait de l'éducation inclusive et que dans la formation initiale des enseignants, que ce soit du préscolaire à l'université, il n'y a pas ces volets handicap, déficience, on n'est pas dans l'inclusion, on est tout de suite dans l'exclusion. Donc même dans la formation, donc, il y a problème dans les curricula de formation de ces enseignants-là. Autre problème qu'il y a une exclusion aussi dans la réalisation des bâtiments scolaires. Parce qu'il y a un décret qui, justement, impose l'adaptation de tous les bâtiments publics doivent être, justement, d'accès possible à toute la diversité des enfants, justement, de la nation, y compris les enfants handicapés, moteurs, intellectuels, vous voyez, malentendants et autres. Ce n'est pas fait, ce doit être fait. Et là, ce doit être piloté par le ministère, principalement de l'Éducation nationale, qui doit appeler justement à des séances de concertation, de coordination avec tous les sectoriels ministériels et la société civile, en premier spécial olympique et les autres. Bon, c'est ça que je vais dire en attendant d'avoir une autre rencontre pour clarifier ma... Maintenant, à spécial olympique, je suggérerais vraiment de suivre l'exemple du Kenya, qui signe déjà une convention de partenariat avec l'éducation nationale, avec les enseignants, et qui initie des formations, justement un déficit de l'État. L'État n'a pas fait former, le spécial olympique trouve les moyens de former, et le fait à la place de l'État, c'est contribuer à la nation. Donc je lui demande vraiment de pousser jusque-là, pour aller former les acteurs principaux qui reçoivent les enfants, parce que le jeune Diédiou l'a dit, ils n'ont plus envie d'aller dans une école et qu'on les rejette. Pourquoi on les rejette? Mais le rejet est objectif, parce que le directeur de l'école et l'enseignant n'ont pas été formés pour la déficience. Vous lui demandez de prendre l'enfant en compte, ils te disent qu'ils ne peuvent pas. Et ils ont raison. Mais qui a tort? Vous voyez, c'est la réalisation du droit, là. C'est la violation du droit et de la loi. C'est l'éducation qui devait les former. Dès qu'on dit politique d'éducation inclusive, école pilote, tout le monde doit être formé. Merci. Et les formateurs sont là. Merci. Ils peuvent le faire gratuitement pour Merci. Merci. Donc c'est un plaidoyer que je fais. Et je demande qu'on le mette dans les recommandations vraiment de ce séminaire-là pour que ces choses-là soient poussées jusqu'au fond. Merci, parce qu'en fait, les moyens de le faire existent. Merci Issa. On est en train de parler de l'éducation et l'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Ça se passe aussi à la maison. Mais aujourd'hui, si nous voyons l'état de ces athlètes, ce n'est pas seulement en dehors qu'ils sont marginalisés, mais au sein même de la famille. Vous allez voir un enfant qui se trouve dans la famille, qui est rejeté par un des parents ou bien par les frères. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens ou bien les capacités de pouvoir non pas seulement se limiter à l'école, mais aussi dans les familles pour une amélioration des conditions de vie des athlètes? Merci beaucoup. Je crois que c'est la dernière intervenante. C'est la dernière. Nous sommes... Ils n'y arriveront pas seuls.
à côté de l'école, je dis qu'il y a l'animation aujourd'hui socio-culturelle et socio-culturelle qui est là. Et le péri et le parascolaire, on doit pouvoir. L'école doit s'éclater pour laisser ces gens-là entrer dans l'école et faire leur travail. On ne peut plus marcher en silo. Voilà ce que je voudrais dire. Merci, merci. Les enfants ne veulent plus aller à l'école spéciale, ils veulent aller à l'école ordinaire et y rester. C'est un problème important. Maintenant, il appartient à l'école de mettre tous les moyens. L'enfant a le droit d'aller à l'école, mais l'école a le devoir de les accueillir. En quoi faisant? En mettant les moyens pour pouvoir les accueillir. Comme a dit l'inspecteur général, il conseille l'école. Le problème de la formation a été posé également. Le ministère est encore interpellé. La tutelle de l'éducation inclusive. Le concept inclusion également, etc. Donc vous avez pris pour note et nous donnons la parole au ministère de l'Éducation nationale. Merci. Dans la politique du ministère de l'Éducation nationale, il est question maintenant de sensibilisation. Parce que quelqu'un me dit l'a dit tout à l'heure, l'éducation nationale, l'école à elle ne peut pas tout prendre en charge. Parce que la question de l'éducation est une question transversale. Il faut la participation de tout le monde. Et c'est pourquoi, dans la démarche que nous faisons, nous avons même, depuis 2 ans, ou même 3 ans, organisé des tables de concertation avec les autorités territoriales. Il a parlé aujourd'hui, tout à l'heure, de compétences transférées. Parce qu'il faut aussi que les communes, les préfectures, les gouvernances soient sensibilisées et participent à la prise en charge de l'éducation des enfants en situation de handicap. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons mis en place, pour le moment, dans 5 régions, Dakar, Kaoula, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, c'est ça, hein, 5 régions, où nous avons implanté 69 établissements, 23 collèges et 46 écoles élémentaires. On n'est pas encore à l'élémentaire, mais ça va venir. Donc, on a formé les enseignants de ces écoles. Nous avons dans ces 5, il y a quelques IA qui sont là, donc les IA des régions que je viens de citer. J'ai vu ce matin l'inspecteur d'académie de Kolda, hein, qui est aussi un grand partenaire. Nous avons formé les formateurs des CRPE à la pédagogie de l'inclusion. Mais tout à l'heure, en écoutant les panélistes, notamment le professeur Fall, etc., je pense qu'aujourd'hui, nous gagnerons aussi un travail avec ces personnes ressources pour une meilleure prise en charge, surtout sanitaire, psychopédagogique, donc de ces enfants. Donc, nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin pour transformer nos écoles, je l'ai parlé au début de mon propos, nos écoles classiques en écoles inclusives, aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue pédagogique. Dans la deuxième semaine du mois de décembre, il y aura une démultiplication de la formation que nous avons déjà effectuée en braille, par exemple, en langue des signes pour les enfants déficients visuels, déficients auditifs, même déficients aussi intellectuels, parce que nous avons fait des formations en dispositif pour que les enseignants soient en attendant outillés pour la prise en charge de ces enfants. Et mieux, au début de cette année scolaire, avec l'appui des IA et des IF, nous avons recensé plus de 5000 enfants en situation de handicap. Tout type de handicap compris, hein, déficient intellectuel, déficient visuel, déficient auditif. Et aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale a instruit à ce que ces enfants-là soient inscrits dans les écoles pour que nous puissions avoir les véritables politiques d'éducation inclusive. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il faut, comme l'ont dit certains, vraiment partager avec tout le monde. L'RDSS, par exemple. On a vu que, par exemple, que c'est une structure aujourd'hui que nous devons mettre en contribution, en tout cas que nous avons contacté pour voir maintenant comment nous accompagner dans la formation des enseignants. Parce que nous avons déjà commencé cette formation. Il faut commencer. Et là, nous, comme je vous l'ai dit, nous avons des écoles claires dans ces régions.
À partir de 2024, il y aura le projet Faire l'école plus, qui va faire le maillage national. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de maillage. Donc ces écoles de les autres régions aussi vont être concernées pour que vraiment nos écoles classiques, traditionnelles, soient inclusives à 100%. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et en ce qui concerne le sport, M. Dia, le chef de la division du sport, est là. Et nous avons même financé une formation en EPS des enseignants pour que désormais que nos enfants puissent faire en situation de handicap, déficient intellectuel comme visuel ou auditif, puissent faire le sport comme tout le monde. Donc ça, il y a déjà, pendant les vacances, il y a une formation qui a été donc vraiment faite avec succès avec l'APSAGE, qui donc a formé des professeurs, en tout cas d'EPS, pour la prise en charge en matière de sport des enfants en situation de handicap. Nous avons aussi vraiment mis l'accent sur la sensibilisation. Je pense qu'Adi Diallo tout à l'heure en a parlé. Nous avons utilisé les groupes communautaires comme les Badjelko, les associations des parents d'élèves, les organisations de personnes handicapées pour aller vers les communautés, les sensibiliser sur la possibilité que les enfants qui sont cachés dans les maisons peuvent réussir à l'école. Donc aujourd'hui, c'est cette politique que nous sommes en train de mener. Maintenant, du point de vue de la communication, nous n'avons pas tellement fait grand-chose, mais en tout cas, nous sommes en train de le faire. Et même pendant les vacances scolaires, on a organisé un camp de vacances où nous avons réuni enfants handicapés et enfants non handicapés pour vraiment matérialiser cette politique d'éducation inclusive, parce que nous avons installé dans les écoles pilotes, dans chaque école pilote, des clubs inclusifs, c'est-à-dire des clubs où il y a des enfants handicapés et non handicapés pour vraiment une meilleure sensibilisation afin que ces enfants puissent s'accepter, puissent apprendre à se I just want to share a very short answer, which I hope will cover what everyone has asked or the comments that they make. There's a powerful statement that people make which says, actions speak louder than words. And allow me to explain this. When the teacher, when the government, when the community, coming back to the first presentation I had, when they get to see the actions that our athletes with intellectual disabilities are displaying on the sports field, in the classroom, winning medals, believe me, I can guarantee you the teachers will not put our athletes at the back of the classroom anymore. They'll bring them to the front because they recognize the skills and the talents that they have. When the government gets to see, when they're exposed, when they get to see these actions, they will not hide our athletes. They will find implementation, they'll find policies that will expose our athletes even more. And suggestions that I would like to give, to the government that has worked in other countries when it comes to promoting inclusion and helping our teachers, our administration, our schools to be more inclusive is one, I've noticed having a representative from the government working hand in hand with Raja and her team in Special Olympics, not just coming to events like this, but being fully involved in the office, in the activities. When you have a representative who can speak for the government, seeing the work that is being done, I can guarantee you will see change because they are consistently being involved, they're consistently seeing the change that is happening. Sometimes when you just come to an event or you come to a sports event and then you go back, you're not seeing the full picture. But if you're fully engaged in the administration, in the activities that Special Olympics Senegal is doing, believe me, when you go back to your offices, when you go to your meetings, when you're in Parliament, you will stand there as an advocate. So suggestion is having a representative from your team working hand in hand with Roger. That's already being done, then it's a good thing. Second thing is, in East Africa, Vincent can speak to this. They have what they call the East Africa Games, National School Games. I'm not so sure if Senegal has this or
or if you have national games for schools. If it's not, this is something you can think of. When you have those games, involve our athletes with intellectual disabilities. Just this year, in Rwanda, there was the East African Games where it was Tanzania, Uganda, Kenya, all the East African countries. They had a demonstrating game where they showed athletes with and without intellectual disabilities playing on the sports field. The Ministry of Education, the Ministry of Sport, they've never seen this before. After the game, they came to Special Olympics and says, where have these people been? Why haven't we seen this before? Why are they not integrated in our national school games? It was televised on live television. People were commenting to say we need to see more of our athletes being integrated in our school games. So if you have any activities that are not integrated, such as the national sports, whether it's debating, whatever activity it is that is in the school, work with the local program to have our athletes engaged. Like you said, we had a display of our athletes this morning reading poems. They're poetry competitions. Why don't we engage our people with intellectual disabilities in those activities? And believe me, I can guarantee you, I can stand on this word and say, if that happens, if the government starts to integrate these activities in their programs, you will definitely see a change in the community. And my last word is also, there was a comment on the young athletes, our children who are below 7. So Special Olympics has a program called Young Athletes where we integrate those who are from the years of 2 years old to the years of 5. And Unified School starts that early. And then also there was a comment on families, and families shying their children away from activities. We have programs like the Family Health Program that educates our parents, that educates our caregivers to say our people with intellectual disabilities have the abilities to do what we can do. Thank you. Merci. Thank you. Je voulais juste moi aussi voilà, donc, apporter quelques éléments de réponse, pas sur toutes les questions parce que M. Sam a déjà donné des réponses, mais c'est surtout par rapport à la requête de l'athlète Diédhiou, par rapport à vraiment aux besoins d'aller dans les écoles. Je pense que donc, c'est ce que je l'ai dit dans ma communication, qu'il y a lieu de revisiter les textes pour voir comment donc, accompagner les enfants déficients âgés. Et là, je parle donc sur la présence des IA qui sont là donc, et qui pourraient bien accompagner par des notes adressées donc, aux proviseurs, aux chefs d'établissement, etc., aux directeurs d'école, de faire donc d'appliquer la dispense d'âge par rapport aux enfants donc, déficients. Au-delà, je pense aussi pour les enfants vraiment âgés et qui ont besoin d'être alphabétisés, je pense que dans le système, il y avait ce qu'on appelle des classes passerelles qui ont été ouvertes au niveau des communautés, dans les quartiers, pour permettre aux gens qui n'ont jamais fréquenté l'école d'être alphabétisés. Je pense que là aussi, par rapport aux jeunes déficients intellectuels, il doit être possible de faire quelque chose donc, par rapport à ces projets donc, de classe personnelle. Là aussi, je vais intervenir par rapport à l'inquiétude de Khadijatou, c'est la responsabilité des familles. Vous voyez que moi je pense que les premiers obstacles, en tout cas ce qui renforce l'enfant en situation de handicap, c'est l'accompagnement d'abord au niveau de la famille. Si la famille ne considère pas l'enfant comme quelqu'un qui a des limites, il a déjà donc, beaucoup de marge de manœuvre par rapport à son intégration sociale. Et souvent, malheureusement, la plupart, l'enfant commence à sentir son handicap une fois qu'il fréquente l'école et ça devrait être le problème. La plupart, parce que dans le quartier, avec ses amis, il participe à toutes les activités physiques difficiles. Et par adaptation, par fraternité, par entraide, il est dans le groupe et il est accompagné. Psychologiquement, il est fort. Mais c'est une fois à l'école, souvent, par rapport à l'attitude de l'enseignant qui n'a pas été formé à le prendre en charge, qu'il commence à se sentir marginalisé et obligatoirement ça va impacter sur ses résultats scolaires. Et au-delà de l'accompagnement psychopédagogique,
il y a maintenant la structure de l'école qui ne lui permet pas parfois de garder sa dignité par rapport à l'accès aux toilettes ou bien même parfois à l'accès à certaines procédures de l'école. Je pense que donc il faut nécessairement qu'on travaille à la réhabilitation, à l'environnement inclusif pour permettre à l'enfant d'être à l'aise de la maison à l'école. Et non pas seulement à l'école, mais il y a beaucoup d'obstacles aussi entre la maison et l'école. Merci. Je pense que donc, merci. Merci. Maintenant, nous allons essayer de synthétiser les réponses apportées à l'approche pour une inclusion scolaire adaptée. Ces réponses sont de plusieurs ordres. En tout cas, nous avons noté qu'il faille compenser le handicap. C'est un élément important. Mais est-ce suffisant? Non. Il faut également accessibiliser l'école, l'environnement. C'est important. Mais est-ce suffisant? Non. Il faut également une accessibilité pédagogique. Sinon, la déficience intellectuelle est laissée en rade. Parce que le problème de la déficience intellectuelle, c'est surtout au niveau de l'accessibilité pédagogique. Quelles sont les stratégies d'enseignement, apprentissage qu'il faut? Parce que ces enfants, ils ont besoin d'apprendre. Apprendre quoi? Le contenu, il est important. Comment apprendre? La pédagogie. Apprendre à l'école ordinaire, oui, l'inclusion. Donc une inclusion nécessite tous ces éléments. Mais est-ce suffisant? Moi je dis non. Certains intervenants l'ont dit. Il faut un travail collectif pour prendre en compte ou scolariser ces enfants. Il faut forcément le personnel de santé. Il faut le personnel du paramédical. Je veux dire, les psychologues, les psychomotriciens, les orthophonistes, parce que c'est des enfants qui ont des troubles du langage, c'est des enfants qui ont des troubles intellectuels, etc. Donc il faut forcément ces professionnels-là de la santé, du paramédical, mais également la formation des professionnels de l'école. Les enseignants doivent être formés. C'est pas fini. Comment peut-on scolariser un enfant sans impliquer la famille? Difficile. Donc forcément la famille. Maintenant, en quoi faisons? Ce travail collectif nécessite forcément tous ces éléments cités. Je veux dire le personnel médical, le personnel paramédical, les enseignants, les associations, je les ai oubliés, la famille, les professionnels de l'école doivent se mettre autour d'une table pour harmoniser l'intervention. Si chacun reste dans son coin pour faire son travail, le problème ne se règle pas. Le travail collectif nécessite que tous ces éléments soient ensemble et travaillent en synergie avec une collaboration au vrai sens du mot. On parle de l'inclusion sociale. Nous disons l'inclusion sociale, c'est l'accès à l'école. Parce que l'école, c'est là où, c'est le point de départ. L'accès à l'école. L'école, c'est l'établissement qui donne des connaissances. Mais l'école, c'est également, un enfant l'a dit, l'école prépare à l'insertion, à la formation d'un métier. Et partant, l'inclusion sociale sera. Je vous remercie. Merci à M. Mamadou Sam, président de ce panel. Merci à M. Tissot, modérateur. Merci à vous, mesdames et messieurs les panélistes. On va donc faire la photo de famille, bien levé, mesdames et messieurs.
We're going to take a picture